Madame la Ministre, chère Nathalie, Monsieur le Doyen, cher Enrico, dear professors, dear team of PSIA, and of course, dear students, we have the great good fortune this afternoon of welcoming to Sciences Po a woman who knows this institution very well. So our words of welcome are really words of welcome back. Welcome back, Madame la Ministre. Welcome back, Nathalie. We're extremely happy to have you with us this afternoon for this inaugural lesson of the year for the School of International Affairs of Sciences Po, PSIA. By agreeing to join us, by accepting our invitation, you are in fact honoring a tradition which has been in existence now for close to 8 or 9 years. Every year, this lesson is delivered by one of the cabinet members sitting at Quai d'Orsay, residing at Quai d'Orsay. And so you're following in the footsteps of Alain Juppé, Laurent Fabius, Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Drian. And yes, students, today is an important day because for the first time, the person addressing you on this momentous day is a woman, is a lady. And I think we're all very happy about that. And I'm reminded of the fact that one of the last times we had the pleasure of welcoming you here for a lecture was when you published a very interesting and important book at the end of 2014 called in French, Demandez tout. I'm not sure that the book was actually published in other languages, but it may have been, should have been. It is a book which, at least in part, describes your own path as a young student here, then as a diplomat with a distinguished career, later on to become the head of ENA. And you're describing what it meant, simply making a place for yourself in a somewhat male world as a woman, first young and then more mature. And we're extremely happy that you demonstrate by being here this afternoon the sort of success and career paths that our female students can embrace when they leave Sciences Po. So welcome, Nathalie. It's a great joy to have you with us. It is also for us a tremendous stroke of good luck that you could be with us because as the minister specifically in charge of European affairs, I believe you're probably one of the members of the current cabinet with the most important things to tell us. As we know, Europe is, for us all, whether European or not European, a matter of some concern at the present time. We know that this continent is facing crises unlike any that it's faced probably since the end of World War II. The building of a unified Europe has, for the first time, known some very important setbacks in the past few years. Of course, we're all thinking of the vote of the British deciding to withdraw from the European Union. But we've seen also the difficulties that Europe has in coping with some of the phenomena that it has to deal with. One of them is migrations, and we see that a lot of difficulties that have arisen in recent months or years, which were simply impossible to foretell, to foresee a few months or a few years back. And we also know that next year is going to be an important year for Europe with the elections to the European Parliament. And so for all these reasons, being able to listen to you and to what you have to say on the current state of Europe and on the French position on the European situation at present is for us extremely important. It is extremely precious, and for all those reasons, we're very thankful that you could dedicate some time in your very busy agenda to be with us. You told me a few minutes ago that you spend nearly 80% of your time traveling throughout the continent to discuss the issues that are to be debated with your counterparts in the various European capitals. So we're lucky that you're in Paris for a change today and that you can be with us. You have in front of you today the incoming class of PSIA, our School of International Affairs. It is my pleasure year after year to point out that PSIA has, in a matter of 8-9 years, become not just the biggest, but the most attractive School of International Affairs, not just in Europe, but in the world. We had a record number of applicants this year. We
accepted some 771 new students in our first year of the master's degree. They come from all places on the planet. Some 100 nationalities are represented in their midst. So, in a sense, by speaking from this podium today, in this auditorium, you are addressing the planet. And I hope that you will find the exchange with this very diverse group of students is a fruitful and interesting one. Dear students, I know you haven't really specifically come to listen to me go on this afternoon. The time has come for me to yield the microphone to the Minister for European Affairs of the French government, Madame Nathalie Loiseau. Have a good lecture and a great rentrée solennelle. Thank you very much. Dear Frederick, dear Errico, dear students, it's a real pleasure to be here today. I was at your place a few years ago. I noticed that you mentioned that at some point I was young and that now I'm mature. It was not that long ago, even if it was last century. Time has flown very fast. I've been true to this wonderful institution. At some point when I was asked in the director's office, it was not only for good news. A few minutes ago I had a cup of coffee with Frédéric. Between the moment I was a student and now, I have been a member of the board of FNSP, and I was the Dean of National School of Administration, and I had strong relations with Sciences Po, of course. So it's a real pleasure to be here today. And I wanted to start by thanking Errico for inviting me. Impossible to say no. First, because that's Errico. Because he's the best part of Italy, the one we imported in France. Second, because he's a dedicated European. Third, because it gives me the opportunity to address the planet, as Frédéric just said, talking about my favorite topic, which is Europe. So stop me when night comes, because I will not stop naturally. I could not say no, because Sciences Po has changed so much from the moment where I was a student until today. I was struck by what you said about the fact that the first female keynote speaker at the inaugural lesson of PSIA. There has to be a first, and I'm glad that it's me. But when I look at you, we were not as many female students when I was in Sciences Po myself. I wanted to congratulate all of you for having chosen Europe, France, and PSIA for your studies. I know it's going to be a thrilling experience, both academic and a friendly one. And I know that you will enjoy being in Paris in this wonderful 7th district and this very uncomfortable Amphithéâtre Boutmy, which I vividly remember. It's hot in summer and cold in winter, so have no illusion. Now I will turn to French, otherwise I will be bashed on the social media by my opponents, which are quite many, because un ministre français parle français en France, et vous avez tous été admis à PSIA parce que vous adorez le français. Et donc c'est aussi un cours de français en même temps qu'une discussion sur l'état de l'Union européenne. C'est un peu prétentieux de dire un discours sur l'état de l'Union européenne, puisque Jean-Claude Juncker va prononcer le sien la semaine prochaine, et ce sera son dernier en tant que président de la Commission européenne. L'année dernière, Enrico Letta a publié un livre merveilleux, avec un titre merveilleux, « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Je ne sais pas s'il imaginait à quel point le titre était prémonitoire. L'année dernière, c'était déjà
pas mal. Cette année, c'est encore plus sportif. Jamais l'Europe n'a été autant mise au défi. Des défis extérieurs d'abord, un environnement géopolitique instable, inquiétant, menaçant, qui fait que quand je fais le tour de France, puisque ça m'arrive aussi, en plus du tour de l'Europe, j'entends beaucoup de mes compatriotes me dire nous avons besoin de sécurité en Europe, et ils regardent la carte du monde avec inquiétude, ils voient la tragédie syrienne se poursuivre, et ce qui se passe en ce moment à Idlib montre que on ne peut pas gagner la guerre et qu'il serait temps de préparer la paix. Le chaos libyen qui, malgré nos efforts et ceux de Hassan Salamé qui a occupé les fonctions d'Enrico Letta précédemment, nous le soutenons infiniment, mais le chaos libyen n'est pas encore résolu. Et puis la Crimée, le Donbass, tous ces conflits plus ou moins chauds ou plus ou moins gelés qui sont aux portes de l'Europe. L'Europe mise au défi aussi parce que aujourd'hui le multilatéralisme a mauvaise presse alors que l'Europe croît, vit, s'est construite sur la conviction que le multilatéralisme était le meilleur moyen de défendre et de promouvoir nos valeurs. C'est peu de dire que depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, son envie d'affaiblir le multilatéralisme n'a jamais décru. Elle s'est manifestée par sa sortie de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi de ses doutes manifestés, exprimés sur l'Organisation mondiale du commerce, de sa sortie de l'accord sur le nucléaire iranien, accord qui vit toujours parce que, quoi qu'on en dise, c'est ce qui nous a permis de nous assurer, avec des contrôles réguliers de l'AIEA, que les activités nucléaires iraniennes étaient sous contrôle. Et jusque-là, rien d'autre ne l'avait permis. Et puis, récemment, des propos sur l'Alliance atlantique qui ont inquiété beaucoup de nos partenaires européens, qui ont senti que l'équilibre sur lequel on vivait depuis 1949, cette certitude tranquille que quoi qu'il arrive, l'Europe était sous la protection américaine, cette certitude méritait d'être revisitée et en tout cas complétée par une action européenne en propre. Donc un multilatéralisme qui n'intéresse pas les États-Unis d'aujourd'hui, et c'est sans doute plus profond que la personne seule du président Trump. Il y avait déjà une forme d'isolationnisme et de repli sur soi dans la présidence précédente, quelle que soit la grande admiration et la grande estime qu'on a pour Barack Obama. Quelque part, l'Amérique s'éloignait déjà un peu de l'Europe. Du côté de la Russie, le multilatéralisme n'est sans doute pas la valeur préférée du président Poutine. Il n'est qu'à compter le nombre de vétos russes mis à des résolutions du Conseil de sécurité pour s'en convaincre. Alors aujourd'hui, oui, la Chine dit défendre comme nous le multilatéralisme. Je ne pense pas que nous défendions exactement le même. Et le président Xi Jinping montre de manière très ouverte et sans complexe particulier une tentation à l'hégémonie chinoise assumée, exprimée, et donc qu'il faut entendre et qui n'est pas nécessairement tout à fait semblable aux valeurs que nous mettons dans le multilatéralisme. Donc des défis extérieurs innombrables. Sur le plan commercial aussi, les tensions entre les deux côtés de l'Atlantique, elles ont été un peu mises sur l'arrière du fourneau au début de cet été, puisque Jean-Claude Juncker est allé à Washington et a pu éviter une escalade supplémentaire. Mais tout de même,
Ces tensions sont là, elles sont très présentes et elles ne sont pas résolues, elles ne le seront pas de sitôt. Et puis les défis intérieurs à l'Union européenne ne sont pas les plus minces. Qui m'aurait dit, quand j'ai pris mes fonctions il y a 15 mois de cela, que l'un des sujets dont nous parlerions le plus entre ministres en charge des affaires européennes au Conseil Affaires Générales à Bruxelles ou à Luxembourg, c'était l'état de droit dans l'Union européenne. Qui m'aurait dit, quand j'étais sur ces bancs, que la question même du respect de l'état de droit par des États membres de l'Union européenne serait posée. Et c'est tout sauf une question anecdotique. Parce qu'avant d'être un marché, avant d'être un carnet de chèques, l'Union européenne, c'est une union de valeurs. Et ceux qui l'ont fondée, comme ceux qui l'ont rejointe, ont d'abord voulu consolider la paix, consolider la démocratie, la liberté, l'état de droit, l'indépendance de la justice, la protection des journalistes. C'est pour ça que l'Union européenne existe. Or, aujourd'hui, à l'intérieur même de l'Union, la question est posée, des inquiétudes s'expriment de manière légitime et de manière régulière. Et puis, cette montée du populisme, de l'extrémisme, du nationalisme, on la constate partout. Ce que nous avons vécu en 2017, avec un deuxième tour de l'élection présidentielle en France, qui voyait s'opposer un candidat exigeant vis-à-vis de l'Europe, mais convaincu de la nécessité d'une Europe engagée, Emmanuel Macron, et une candidate hostile à la construction européenne et favorable au repli national, Marine Le Pen, se vit aujourd'hui partout dans l'Union européenne. Il y a dans quelques jours une élection en Suède qui verra cet affrontement. On l'a vu en Autriche, on l'a vu en Allemagne avec l'émergence sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale d'une extrême droite qui rassemble plus de 90 députés au Bundestag. Et on le voit aujourd'hui dans l'Italie, qui réunit de manière complexe un parti anti-système, le mouvement 5 étoiles, et un parti résolument d'extrême droite, la Ligue. Même si aujourd'hui elle parle de renouveler le centre droit, j'ai du mal avec cette sémantique qui voudrait que la Ligue soit de centre droit quand je vois son programme et quand j'entends son discours, ou alors les mots n'ont plus de sens. Alors, c'est facile de critiquer ceux qui ont des opinions différentes des nôtres. Il faut se demander pourquoi aujourd'hui ils ont le vent en poupe, ou en tout cas ils parlent fort et ils sont écoutés. Il y a en Europe un sentiment de déclassement très largement répandu dans les classes moyennes. Les bienfaits de la mondialisation, on les considère comme lointains, et l'on voit surtout la montée des inégalités, on voit surtout une compétition difficile avec d'autres parties du monde, et on craint pour l'identité européenne. Alors, c'est peut-être facile, vu de Paris, vu de Sciences Po, de trouver ces craintes excessives, mais les balayer d'un revers de main n'est pas le meilleur moyen d'y répondre et d'apporter une réponse satisfaisante. Si ma conviction, c'est que le projet européen, c'est le meilleur moyen de maîtriser, d'humaniser la mondialisation, de décider de ce qu'on fait des transformations numériques ou de savoir ensemble comment on combat les grands enjeux comme le réchauffement climatique, beaucoup en Europe voient le projet de construction européenne comme le cheval de Troie de toutes ces transformations subies plutôt que contrôlées. Et il faut l'entendre pour y répondre, sans quoi chaque scrutin sera vécu avec angoisse et puis parfois avec un lâche soulagement. Quand en France, Emmanuel Macron a été élu, il a été accueilli comme le sauveur de l'Europe, mais beaucoup avec ce lâche soulagement que je dénonce régulièrement, de ceux qui se disaient après tout, le pire a été évité, donc surtout ne changeons rien, puisque un Emmanuel Macron peut gagner. Si un Emmanuel Macron a gagné, c'est parce qu'il avait une offre politique progressiste nouvelle. C'est parce que
il amenait 3/4 de députés nouveaux au Parlement français, à l'Assemblée nationale en tout cas. Et il y avait cette envie de renouvellement des élites. Quand le renouvellement des élites passe par des partis extrémistes, eh bien aujourd'hui, c'est ce pari-là que font les électeurs partout en Europe et pas seulement en Europe. Nous devons tous l'entendre, le voir, le comprendre et voir que les Européens se vivent aujourd'hui comme des majorités menacées. C'est un politologue bulgare, Ivan Krastev, qui les a décrites comme celles-là. Aussi irrationnel que cela puisse paraître, c'est le cas. Je dis irrationnel et dans mon esprit, spontanément, quand je prononce le mot irrationnel, le mot Brexit vient juste après. Je le prononce dès maintenant pour nous alerter sur le fait que le populisme, le nationalisme n'est pas l'apanage des extrêmes. Le Brexit a été décidé et a été mis en avant par des partis traditionnels modérés. On peut être populiste et émaner d'un parti traditionnel, c'est possible. C'est arrivé, donc il faut le garder en mémoire. Ce choc du Brexit, c'est une décision que toute l'Union européenne, la France la première, regrette. C'est une décision que nous respectons puisqu'elle est démocratique. Et c'est donc une décision qu'il faut parvenir à mettre en œuvre, c'est-à-dire utiliser notre temps, notre intelligence, nos compétences et nos expériences pour défaire quelque chose à quoi nous croyons. C'est un exercice qui, pour un politique, est un exercice désagréable. On préférerait faire ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire bâtir des alliances, construire des accords pour se rapprocher, pour converger, pour construire. Tout ce temps passé à se séparer et à détricoter, c'est insatisfaisant et on n'a pas encore tout vu. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Notre volonté sur le Brexit, c'est d'avoir le Brexit le plus ordonné et le moins coûteux possible pour les deux côtés de la Manche. Mais à une décision irrationnelle peut succéder une mise en œuvre encore plus irrationnelle. Aujourd'hui, je ne sais pas pour quel accord de retrait et pour quelle relation future le gouvernement britannique a une majorité aux communes. Pour le moment, je n'en ai pas vu. Je ne dis pas ça avec plaisir, je dis ça plutôt avec inquiétude. Nous faisons tout pour un accord intelligent, mais nous savons aussi qu'il peut y avoir un Brexit sans accord, par accident, comme le dit lui-même le gouvernement britannique, en nous faisant porter la responsabilité de l'accident, mais en tout cas l'accident est possible. Ailleurs en Europe, certains mettent en avant le concept de démocratie illibérale. Il faut sans doute que je revienne sur les bancs de Sciences Po pour comprendre ce qu'une démocratie illibérale a de démocratique. Je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui attaquent l'Europe parce que dans les années 30, ils attaquaient la démocratie, ou dans notre pays, ils attaquaient la République. C'est probablement la cible la moins dangereuse, en tout cas pour ceux qui la visent. Mais il y a derrière beaucoup d'arrière-pensées, beaucoup d'idéologie et peu de sympathie pour la démocratie elle-même. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce rêve des nationalistes, des populistes, d'agréger des mécontentements, d'agréger des révoltes, des colères, des déceptions. Cette image qui est donnée d'une internationale populiste, avec parfois des raccourcis saisissants, quand on vous parle de l'axe Rome-Berlin, vous qui êtes ici, vous avez conscience que c'est un vocabulaire qu'il faut éviter d'employer à la légère. C'est plutôt une agrégation d'intérêts et d'égoïsmes nationaux qui ne font pas un projet. Je ne sais pas comment Viktor Orban et Matteo Salvini comptent gérer ensemble le défi migratoire, puisque l'un veut partager la responsabilité de l'accueil
des demandeurs d'asile avec les autres Européens. L'autre, depuis 2015, a démontré qu'il ne voulait pas en prendre un seul. Mais en tout cas, en affichage et médiatiquement, il y a cette volonté de faire croire qu'il y a une internationale du populisme en Europe, alors qu'il y a, si je peux me permettre, au moins 50 nuances de populisme. J'allais dire 50 nuances de brun, mais là, je pousse peut-être un peu la démonstration. Donc, évitons la paresse de la pensée aussi. Évitons de n'écouter que ceux qui parlent fort et qui, pour moi, ne sont pas forcément les hommes forts. Regardons aussi ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Je le disais, en France, la victoire d'un président et un gouvernement qui ont résolument choisi un destin européen, une exigence européenne, une ambition européenne. Ça ne veut pas dire d'être eurobéat, d'être satisfait de la situation actuelle, mais de penser qu'on peut avoir une meilleure Europe qui réponde davantage à nos besoins. Et puis, ailleurs en Europe, je ne fais que penser au voyage récent que j'ai fait avec le président de la République, Espagne, Portugal, Danemark, Finlande. La Finlande n'est pas connue pour un engagement européen particulièrement fort, ni pour le caractère extraverti de sa population. Et pourtant, le président finlandais nous disait la semaine dernière « L'engagement européen que vous portez, je l'attends depuis plus d'une décennie ». Ce qui, du point de vue d'un Finlandais moyen, équivaut à un hurlement de joie. Demain, nous serons avec Emmanuel Macron à Luxembourg et nous verrons les premiers ministres du Luxembourg, de Belgique, des Pays-Bas. Partout, il y a cette envie d'Europe. Partout, il y a aussi cet axe progressiste qui, aujourd'hui, ose s'exprimer, qui n'a plus l'Europe honteuse qu'on a beaucoup eu dans ce pays, ici en France, où on avait toujours des victoires nationales et des ennuis européens. On n'assumait jamais que les décisions prises à Bruxelles, on était autour de la table et qu'on les avait votées. Ça, c'est fini depuis 1 an. Vous ne nous avez jamais entendu dire qu'on faisait la réforme de la SNCF parce que Bruxelles nous y forçait. On a dit que l'ouverture à la concurrence était une décision qu'on avait prise collectivement, qu'on assumait parce qu'elle était bonne. C'est très différent. Et ne pas avoir le reponteux, c'est simplement se dire qu'aujourd'hui, on est face à des défis économiques, écologiques, numériques, qui dépassent le cadre national, qu'aujourd'hui, on peut faire semblant d'être capable de tout maîtriser en étant ministre d'un État membre de l'Union européenne, mais quand on est honnête, on sait que les réponses sont plus larges. Et je reviens un instant à l'exemple italien avec beaucoup d'humilité devant Enrico. Ce qui me semble qui s'est passé aux élections de mars en Italie, c'est une déception par rapport à ce que l'Europe n'avait pas fait, plutôt qu'une envie de dire qu'on ne voulait plus de l'Europe. On aurait voulu plus d'Europe à un certain moment, plus qu'on en a trouvé, plus de solidarité européenne, et donc on a manifesté de la mauvaise humeur, mais aujourd'hui, qu'il s'agisse des migrations, qu'il s'agisse de la situation économique et financière, on sait, y compris en Italie, que c'est à l'Europe d'apporter une réponse. Alors, les craintes dont j'ai parlé, les mécontentements, parfois les colères, ils sont légitimes. Nous, ce que nous portons, c'est l'envie de faire le pari de l'Europe, d'une Europe différente, qui soit plus souveraine. Beaucoup discutent la notion de souveraineté européenne en l'opposant à la souveraineté nationale. Elle n'est pas là pour remplacer la souveraineté nationale, elle est là pour la compléter. Si on doit avoir une défense européenne, ce sera en complément de nos efforts nationaux, mais on sait aujourd'hui qu'on en a besoin. Une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique, ça veut dire une Europe refondée, ne pas se satisfaire de l'existant. C'est ce qu'on a fait depuis 15 mois, de manière un peu mal élevée, j'en témoigne, puisque le premier sujet sur lequel le président de la République m'a demandé de me pencher quand je suis devenue ministre en charge des Affaires européennes, c'était les travailleurs détachés. Ces travailleurs qui viennent d'un endroit de l'Europe pour travailler dans un autre,
de manière temporaire et qui ont donc un statut dérogatoire. Ce sujet avait beaucoup été abordé par les partis politiques comme une forme de concurrence déloyale sur le territoire même de la nation. Et il y avait une envie de revoir ce régime des travailleurs détachés. J'ai commencé par un tour d'Europe et par un tour des grands anciens des affaires européennes que je n'étais pas. Et on m'a dit, n'essayez même pas. Ça n'existe pas, l'Europe sociale n'existe pas. Quand l'Europe se penche sur les affaires sociales, c'est pour niveler par le bas, et donc contentez-vous du plus petit commun dénominateur. Et là, je me suis imaginée revenant dans le bureau d'Emmanuel Macron pour lui dire ça, et je me suis dit qu'on allait faire autrement. Faire autrement, ça signifiait aller voir tous nos partenaires. Il n'y a pas de grands et de petits pays en Europe, il n'y a que des petits pays et d'autres qui ne savent pas qu'ils sont petits. Et donc, quand on veut faire une vraie réforme, on parle à tout le monde et on ne parle pas qu'aux dirigeants, on parle aux syndicats, on parle au patronat, on parle aux opinions publiques, pour comprendre d'abord, pour écouter et puis ensuite pour convaincre. Et on y est arrivé, c'est-à-dire qu'on a pu mettre en œuvre un principe qui paraît simple mais qui n'existait pas, à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. Et on a pu se mettre d'accord, y compris avec les plus réticents, y compris avec ceux qui votaient contre, les Polonais, les Hongrois, pour lutter ensemble contre la fraude, contre les abus, contre le travail non déclaré, parce que le vrai fléau, c'était évidemment celui-là. Et ça a été possible d'avoir une Europe qui protège mieux tous les travailleurs, ceux des pays d'origine comme des pays d'accueil, des travailleurs détachés. J'ai déjà parlé de la défense européenne, de cette envie d'une autonomie stratégique. On en a parlé pendant 60 ans. Ayons l'humilité de nous souvenir que c'est la France qui avait empêché la communauté européenne de défense d'émerger. Aujourd'hui, en un an, on a plus progressé qu'en 60. Peut-être devrais-je dire merci au président Trump, merci au président Poutine de nous aider à faire la pédagogie de ce que veut dire l'autonomie stratégique de l'Europe. En tout état de cause, ça n'est pas contraire, bien évidemment, avec ce que le président américain a demandé en espérant que l'Europe se prenne davantage en main. Eh bien, prenons-le au mot, faisons-le. Faisons en sorte d'avoir un fonds européen de défense, ça y est, c'est sur les rails. Faisons en sorte d'avoir une coopération en matière opérationnelle, en matière capacitaire entre pays européens, ça y est, 25 sur 27. Et mettons en place une initiative européenne d'intervention avec à la fois les plus capables et les plus volontaires pour évaluer la menace ensemble, planifier ensemble, programmer ensemble, s'entraîner ensemble. L'initiative européenne d'intervention, c'est 10 États membres et c'est probablement quelques-uns de plus dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est possible sans drame, sans tourner le dos à l'OTAN, mais simplement en se disant qu'on ne peut pas attendre d'être certain que le parapluie américain verra notre menace de la même manière que nous. Il y a évidemment encore plus à faire en matière de défense. Nous avons, nous, Français, bénéficié d'une des avancées du traité de Lisbonne, ce qu'on appelle l'article 42.7, qui permet d'appeler les États membres à la solidarité lorsqu'on fait l'objet d'une menace particulière. Nous y avons fait appel après les attentats de Paris de 2015. Pour une raison assez spécifique, nous avions besoin de déployer des militaires sur le territoire national pour protéger un certain nombre d'infrastructures. Et ces militaires, il fallait les ramener des opérations extérieures. Et pour la première fois, ce mécanisme a formidablement fonctionné. Je reviens de Finlande, et les Finlandais ont été les tout premiers à envoyer un bataillon dans la Finule pour nous permettre de ramener un bataillon en France et de le dédier à l'opération Sentinelle. C'est quelque chose, c'est une forme de solidarité européenne qui n'avait pas existé jusqu'à présent. Maintenant, il faut la développer encore davantage, sans doute créer une forme de quasi-automatisme, en tout cas encore plus de fluidité, mais l'évaluation de la menace entre Européens a radicalement changé. Moi, j'ai passé une partie de ma carrière de diplomate à essayer d'expliquer à des Européens du Nord que le Sahel, le Maghreb, étaient des terres d'opportunités et de menaces en même temps, et qu'il fallait y être plus présent, y compris
en matière de bonne gouvernance et en matière de sécurité. C'est peu dire que pendant des années, j'ai échoué. On nous disait, ça c'est pour vous, vous connaissez, vous y avez été, nous on n'est pas concernés, occupez-vous-en. Et puis nos militaires, on peut le dire, ne trouvaient pas désagréable d'être les seuls en charge, parce que c'est vrai que le multilatéralisme, c'est facile dans les discours et c'est parfois compliqué sur le terrain. Aujourd'hui, au Mali, il y a des troupes allemandes, il y a des troupes estoniennes qui considèrent que l'avenir du Sahel, ça les concerne autant que nous. Ça veut dire que l'évaluation de la situation géopolitique a changé. Nous aussi, on a fait des progrès. Parce que pendant ce temps-là, en Estonie, en Lituanie, il y a des troupes françaises qui ont compris que le voisinage russe, c'est pas facile tous les jours quand on est un État balte, et que avoir la réassurance d'un État crédible sur le plan militaire comme la France, ça n'a pas de prix. Donc nous avons changé, tous, et c'est quelque chose qui se passe en ce moment, une Europe qui protège et qui est en train de changer de logiciel. En matière commerciale aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la naïveté de l'Europe? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur une Europe ouverte à tous les vents, qui serait toujours prompte au libre-échange et pas forcément intéressée par la réciprocité? Eh bien là encore, écoutez Donald Trump vous dire que l'excédent commercial européen, ça commence à bien faire et qu'il aimerait une relation plus équilibrée. Si ça ne dit pas qu'on a su défendre nos intérêts, qu'on a su se placer sur des marchés extérieurs, je dirais quel plus beau compliment que celui-là. Alors il faut continuer dans l'absence de naïveté, il faut continuer à n'octroyer des avantages que si nous avons les mêmes. Il faut développer une attention beaucoup plus forte qu'avant aux investissements étrangers dans des secteurs stratégiques, parce que il faut se souvenir que quand un certain nombre de pays européens ont connu la crise, la Grèce, le Portugal, nous les avons poussés à privatiser, et parfois il n'y avait pas d'entreprise européenne pour se porter acquéreur des entreprises qui étaient privatisées. Et on s'est réveillé avec des drôles de surprises sur lesquelles il est temps de faire un arrêt sur image et de se demander ensemble, à chaque fois, si c'est tout à fait une bonne idée que des ports, des aéroports partent à des entreprises extra-européennes, en particulier quand elles sont à capitaux publics et que les intérêts, les choix ne sont pas forcément toujours les nôtres. Donc là-dessus, on progresse. Face aux mesures américaines sur l'acier et l'aluminium, j'ai aussi entendu les vieux Européens nous dire « l'Europe va être immédiatement divisée ». C'est toujours agréable d'être encouragé dans son travail. Le résultat, c'est que l'Europe a tenu bon. L'Europe est unie face aux États-Unis. On n'est pas en train de nourrir une guerre commerciale, mais nous avons pris des mesures de notre côté, unies, proportionnées, pour dire aux États-Unis, là on s'arrête parce qu'en fait ça n'est dans l'intérêt de personne. On m'a dit aussi, puisque tous les jours je suis nourrie d'encouragement, un budget pour la zone euro, vous n'y pensez pas, les Allemands ne voudront jamais. Et puis, quand les Allemands ont bien voulu, en juin, à Meseberg, dans un sommet franco-allemand, les mêmes qui nous avaient dit que c'était impossible sont partis en vacances ou ne répondaient plus à leur téléphone portable, puisque finalement, nous avons réussi à convaincre, alors pas tout à fait aussi vite, en n'allant pas tout à fait aussi loin que ce que nous pensons, c'est-à-dire la nécessité de tirer les leçons de la crise, la nécessité de nous trouver mieux armés pour la prochaine crise qui viendra forcément et qui ne préviendra pas forcément aussi. Ça veut dire que c'est maintenant, dans une période de croissance, qu'il faut qu'on s'arme, qu'on soit capable d'avoir des outils de stabilisation pour, le moment venu, venir en aide à un pays qui décroche et qui risque de ne plus être en capacité d'investir alors que ces investissements sont indispensables. Eh bien, l'Allemagne a bougé. Maintenant, il nous reste à faire bouger encore quelques pays européens. Mais de ce point de vue-là, l'Europe est en train de s'armer mieux, de se dire que ce qui s'est passé avec la Grèce, si la prochaine fois on pouvait travailler plus vite, mieux et de manière mieux calibrée pour ne pas faire autant souffrir les peuples, eh bien nous le devons, y compris au moment où nous avons la satisfaction de voir la Grèce sortir de son plan d'aide.
Un autre domaine sur lequel on peut légitimement se dire que l'Europe n'est pas en avance, quoique, le domaine du numérique. Évidemment, il n'y a personne qui, dans un garage européen, a créé la nouvelle révolution numérique 4.0 ou 5.0 que nous attendons tous. En tout cas, pas encore. Même si aujourd'hui, on se met d'accord pour financer ensemble de l'innovation disruptive au niveau européen, parce que c'est le seul niveau qui compte. Mais là où nous avons eu un coup d'avance, c'est sur la notion d'intimité numérique. Et ça ne pouvait être qu'en Europe. Le règlement général sur la protection des données, ça ne pouvait venir que de ce lieu très particulier, unique au monde, où on défend en même temps la liberté individuelle, l'esprit d'entreprise et la justice sociale. Il n'y avait que là qu'on pouvait se dire les géants de l'Internet, c'est formidable, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire, les plateformes, c'est merveilleux, mais nos données sont nos richesses, et le contrôle sur nos données, et le consentement à l'utilisation de nos données, et l'intimité numérique, ce sont des valeurs que nous voulons porter. Alors, qu'est-ce que n'ont pas entendu les promoteurs de ce règlement général sur la protection des données? Les lobbies ont été là, très puissants. Ils ont fait en sorte que ce soit long et difficile d'adopter ce règlement. Et puis, au moment où il allait être mis en œuvre, est arrivé le scandale Facebook, Cambridge Analytica. Et d'un seul coup, on a entendu au Congrès américain « Ah, eh bien, si on avait fait comme les Européens, ça ne nous serait pas arrivé. » Parce qu'ici, sur ce continent, avec son histoire, avec ses préoccupations, il y avait une vision qui n'est pas cette vision ultra-normative, hystérique que l'on décrit parfois. Elle l'a été, et ça, il faut l'abandonner, mais qui est cette notion que les grandes transformations, on doit les maîtriser plutôt que les subir, et c'est ça la régulation intelligente du numérique. Aujourd'hui, on est en pleine bagarre sur l'évolution du droit d'auteur, avec les mêmes acteurs de part et d'autre, les géants de l'Internet qui nous disent comment ça, un droit voisin pour les éditeurs de presse, comment ça, un juste partage de la valeur créée avec les créateurs, vous êtes contre la liberté d'expression, vous voulez censurer le net et vous êtes contre la liberté du numérique. Non, on ne veut simplement pas être les idiots utiles du numérique. Et pour pouvoir continuer à échanger sur le net, il faut encore des créateurs, il faut encore des éditeurs, et il faut que leur modèle économique puisse s'adapter à la révolution numérique plutôt que disparaître à cause du numérique. C'est la bataille du moment où je vous parle. Elle n'est pas gagnée. Les lobbies sont là, mais les lobbies d'intérêt général aussi, et j'espère qu'on entendra raison. Un mot sur le Brexit, puisqu'il est là au milieu de la pièce, comme l'éléphant du même nom. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si difficile de divorcer? Bon, parce qu'un divorce, ça n'est jamais facile, mais surtout parce qu'il y a aujourd'hui des éléments clés qui font que organiser notre futur avec le Royaume-Uni n'est pas encore tout à fait possible. D'abord, la question de la frontière irlandaise. Vous le savez, la paix en Irlande a été portée par l'appartenance du Royaume-Uni et de la République d'Irlande à l'Union européenne. Quand vous retirez cet élément-là, vous fragilisez la paix. Et c'est tout sauf anecdotique, c'est tout sauf lointain. Et on sait, pour ceux d'entre vous qui êtes allés en Irlande, à quel point les blessures sont encore ouvertes et à quel point cette paix n'est pas tout à fait gagnée. Donc il faut réussir le Brexit en ne fragilisant pas la paix en Irlande du Nord. Ça veut dire du surréalisme. Une frontière qui n'est pas une frontière, comme une pipe qui n'était pas une pipe pour Magritte. Une frontière qui permette la fluidité du passage des citoyens, des biens, entre le nord et le sud de l'Irlande, sachant que l'Irlande, la République, devient le point de contact avec l'Union européenne pour le Royaume-Uni. Alors évidemment, c'est très compliqué. Évidemment, ça se heurte à une situation politique intérieure au Royaume-Uni très instable et très fragile.
Nous avons fait une proposition, elle a été acceptée en décembre par Madame May. Depuis, elle revient sur son acceptation. C'est difficile de négocier avec des partenaires qui disent oui puis qui disent non quelques mois plus tard. J'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver cette solution, non seulement rassurer les Irlandais, c'est notre devoir de solidarité à 27, mais faire en sorte que la situation de frontière avec l'Union européenne et de frontière avec le marché unique qu'est celle de la frontière nord-irlandaise soit traitée d'une manière qui ne porte pas atteinte à nos intérêts. Aujourd'hui, d'une manière un peu inhabituelle, on a des Britanniques idéologues et des Européens pragmatiques. Nous, tous les jours, quand on négocie le Brexit, nous pensons aux intérêts de nos citoyens et de nos entreprises. Nous voulons bien d'une relation future profitable aux deux parties, mais nous n'arrivons pas à trouver une meilleure relation que celle entre États membres. Et donc nous devons la vérité à nos partenaires britanniques et à nos concitoyens. Après, ça sera moins bien. Le tout, c'est de savoir jusqu'où. Et comment est-ce qu'on limite la descente dans la qualité de notre relation que constitue le Brexit. C'est un choix qui a été fait par le peuple britannique. Il faut en tirer les conséquences. Et il n'est pas question, évidemment, de porter atteinte aux intérêts des Européens, de laisser s'installer une concurrence déloyale, par exemple, sur le marché unique. Ça, évidemment, ça n'est pas possible. Encore un défi dans les semaines, les mois qui viennent, le futur budget européen. Alors évidemment, ça ne fait pas rêver, ça n'est pas glamour, sauf que quand on parle budget en Europe, on parle de centaines de milliards d'euros et surtout, on décide sur 7 ans. Donc les 7 prochaines années qui sont concernées, c'est 2021-2027. Alors d'abord, une première réflexion. Certains, notamment la commission sortante, voudraient tout boucler avant les élections européennes, un peu en forme de testament. Nous devons leur dire, poliment mais fermement, qu'ils sont sortants et que c'est les prochains qui vont émaner des prochaines élections européennes qui doivent avoir leur mot à dire. Je trouverais curieux de convoquer les Européens aux urnes au mois de mai de l'année prochaine en leur disant votez pour qui vous voulez, mais les grandes décisions, les grandes priorités et les moyens qui vont avec sont décidés pour les 7 années à venir. Si on veut un divorce entre les opinions et le projet européen, on fait ça. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc nous avons dit ce que nous attendons de ce budget, être capable de traiter des priorités qui n'étaient pas forcément aussi fortes avant. Je pense à la défense, je pense aux défis migratoires, je pense à l'innovation. Et être capable de traiter de priorités qui existent dans l'Union européenne depuis le début et qui sont plus modernes que jamais. L'agriculture, ce n'est pas un truc de ringard. L'agriculture, c'est notre sécurité, c'est notre autosuffisance alimentaire, c'est la qualité de ce que nous mangeons et c'est notre capacité à porter une transformation agricole respectueuse de l'environnement. Donc c'est un des enjeux les plus forts du XXIe siècle. Ce serait quand même étrange que l'Europe, qui a pris de l'avance sur ce sujet, décide d'arrêter d'être en avance au moment où c'est l'un des plus grands enjeux de tous nos partenaires à travers le monde. Donc la politique agricole commune, ce n'est pas du conservatisme de vouloir la transformer et la défendre. C'est la prise en compte d'enjeux essentiels. Et puis la cohésion, ça veut simplement dire faire en sorte qu'on converge au sein de l'Union européenne, qu'on arrête de se faire concurrence sur le plan fiscal, sur le plan social, au moment où la concurrence, elle est mondiale. On ne peut pas se fragiliser les uns les autres. En disant cela, vous avez conscience que ce sont des enjeux sur lesquels un accord n'est pas facile, donc les négociations vont durer, elles vont être âpres. L'Europe a toujours su trouver des compromis. Compromettre, ça n'est pas se compromettre. C'est trouver un intérêt commun aux uns et aux autres. Ça prendra du temps, mais je suis confiante qu'on y arrivera. Et puis le défi migratoire, sur lequel on entend tout et le contraire de tout. On nous dit que l'Europe est une passoire, alors qu'en Méditerranée centrale, le nombre d'arrivées a diminué entre 2017 et 2018 de 80%. L'été s'est passé à ce que des chefs d'État et de gouvernement négocient entre eux la répartition de quelques centaines de migrants et de demandeurs d'asile. Il fallait qu'Emmanuel Macron prenne à chaque fois l'initiative et son téléphone pour essayer
de convaincre nos partenaires de prendre 20, 50, 60 demandeurs d'asile. Ce n'est pas la submersion migratoire, ce dont on est en train de parler. Ça n'a rien à voir avec 2015. Pour autant, le défi est devant nous. Pour autant, le défi démographique, démocratique aussi parfois, climatique, que l'on connaît au sud de l'Afrique, fait que travailler bien davantage avec l'Afrique subsaharienne, être beaucoup plus efficace dans l'aide au développement, c'est une nécessité. Tout ce qui peut se passer de bien en Afrique aura des répercussions positives en Europe. L'inverse est vrai aussi. Là-dessus, il y a des clivages. Et puis, il y a une volonté de ceux qui veulent construire des solutions européennes coopératives. C'est ce qui s'est passé au mois de juin au Conseil européen. Maintenant, il faut que les mots aient un sens. Il faut les traduire en actes. Il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus présent sur tous les aspects des enjeux migratoires. On est donc à ce moment historique très particulier de la construction européenne. C'est un peu curieux, puisqu'on a une commission finissante. Je le disais, la semaine prochaine, je serai à Strasbourg écouter Jean-Claude Juncker prononcer son dernier discours sur l'état de l'Union européenne, alors que un élan européen est plus nécessaire que jamais. Alors nous avons proposé depuis un an un agenda de réformes. Nous avons mis un peu sous tension nos partenaires. Il y a au moins un sommet des chefs d'État et de gouvernement par mois depuis l'année dernière. On se dit tout, donc parfois c'est assez animé, voire très, mais c'est indispensable pour voir à la fois les sujets qui fâchent et voir les voies de sortie. Ne pas se faire d'illusions en pensant que certains voudraient trouver des solutions quand ils vivent des problèmes. Les populistes ont ça en commun, qu'ils doivent pouvoir sortir d'une réunion européenne en disant « décidément, l'Europe n'y arrive pas ». Parce que le jour où l'Europe y arriverait, eux n'auraient plus de fonds de commerce. C'est pas très facile de travailler avec des gens qui se mettent d'accord avec vous dans une salle et qui partent devant leurs journalistes pour dire « ça n'a pas marché ». Ça n'est pas grave, c'est le défi du temps. Ça ne nous fera pas changer, ça ne nous fera pas céder aux petites phrases, ça ne nous fera pas céder au chantage de ceux qui disent « si c'est ça, je ne paye pas ma quote-part au budget européen ». En France, vous avez la France insoumise qui dit on ne veut pas payer plus que ce qu'on reçoit du budget européen. C'est le contraire de l'esprit de solidarité européenne. La dernière personne qui avait dit ça jusqu'à maintenant, c'était Margaret Thatcher. Il y a des positions qui se retrouvent et qui pourtant ne devraient pas se ressembler. Donc il faut beaucoup de responsabilité, beaucoup de lucidité aussi pour traiter des enjeux européens aujourd'hui dans un paysage compliqué, vous l'avez compris, mais avec des enjeux qui sont de décider ensemble de l'avenir que nous avons forcément en commun. Si nous ne décidons pas entre Européens de notre destin, vous l'avez compris, d'autres ont une petite idée de comment ils veulent déconstruire le projet de l'Union européenne. Nous avons une histoire commune, nous avons une culture commune, unie dans sa diversité, nous avons une géographie qui ne changera pas. Le projet européen, ça n'est pas Bruxelles versus nous. C'est nous comme copropriétaires de ce qui se décide à Bruxelles. Il n'est donc pas écrit d'avance, il n'est ni ultra-libéral comme certains le disent, ni ultra-normatif comme d'autres le critiquent. Il est ce que nous en faisons ou ce que nous n'en faisons pas. Quand les jeunes Européens ne vont pas voter aux élections européennes, ils considèrent donc qu'ils sont prêts à accepter ce qui sortira des urnes. En France, en 2014, le premier parti sorti des urnes aux élections européennes, c'était le Front National. Donc l'abstention, c'est être d'accord avec ce résultat-là, quand même, quelque part. Je le dis à ceux d'entre vous qui êtes européens, c'est un de ces moments graves de l'histoire de la construction européenne, celui d'un carrefour. Ça peut s'effondrer. Le projet européen, c'est le projet politique le plus ambitieux de l'histoire récente. L'Europe, il n'y a que les Européens pour ne pas voir son attractivité. Pendant qu'il y a une dizaine de pays qui voudraient rejoindre l'Union européenne, pendant qu'il y a des centaines de milliers de gens qui risquent leur vie pour venir en Europe. Et nous, Européens,
on est taraudé par le doute. Alors quand le doute est constructif et nous conduit à faire mieux, formidable. Mais ce projet ambitieux, c'est le cadeau, allez, c'est le cadeau de ma génération à la vôtre. C'est une construction qui n'est pas finie. C'est une construction qu'il vous revient de poursuivre, de réorienter. Ce n'est pas une partition écrite d'avance. Donc, ce que je peux vous demander, c'est d'en faire votre musique à vous pour que l'Europe de demain vous ressemble. Merci. Merci beaucoup. Je pense que les applaudissements ont démontré tout l'intérêt. Nous avons maintenant un peu de temps qu'on va dédier aux questions et aux réponses. Nous sommes dans un lieu dans lequel, normalement, l'engagement et la discussion, le débat est est crucial, libre et très intéressant. Donc, first of all, the method. We have 3 micros, 1, 2, and there's one on the first floor. I would like to ask you to stand if you want to ask a question, to go there, to queue behind the micro, and then we will take 3 questions, short questions, 1 question each, because some questions are multiple questions, but it's not easy. So one question, and please presenting yourself, introducing yourself, the master and the country of origin. I repeat, 1, 2, 1 on the first floor, and please, it is time to go, not wasting time, because time is limited, as you know, and it's a great opportunity. So please, yes, come on, go to the micro. Yes, the first, please. Leo Kay from the United Kingdom and Italy. Merci beaucoup de votre discours. You can ask questions in English. Okay. Okay. Okay, I'll talk in English. Thank you very much for your speech, Madam Minister. You mentioned European military integration, and I thought that was a very important issue. I was wondering, especially following Brexit, the fact that France now is the European Union's sole nuclear power. How will the European Union manage France's new role in this capacity, especially as regards to, as you have said, NATO and the potential threat from Russia? Thank you. Thank you. Second question, there. Bonjour, I'm Utsav Shah. I'm doing my master's in international economic policy, and I'm from India. My question to you is, close to 2 weeks or 15 days back, the French Parliament had approved a controversial new asylum and immigration bill. So this is specifically with respect to France and not Europe. The bill is, by the critics, is said it's gender biased. And I would want to know your take on it. Third question. Bonjour, donc on doit se présenter, c'est ça? Alors, je m'appelle Romain Pradier, je suis français et j'étudie le International Public Management à Sciences Po. L'année prochaine, je serai en Russie pour International Security. Alors, en fait, je suis censé être en cours maintenant et le professeur m'a gentiment laissé partir en échange de cela. Donc, je vais poser une question au sujet du cours. Donc, c'est un cours sur les Silk Roads, initié par la Chine. Et en fait, il vous pose la question en tant que ministre chargé des Affaires européennes, comment est-ce que l'Europe voit ces nouvelles routes de la soie et est-ce qu'elle compte être un acteur important dans cette création, et puis si on peut être, pas seulement subir cela, mais aussi en faire vraiment partie. Thank you. I have the feeling that you had a question
on the same. So if you address the questions, please go on, so we can answer. Hello, the my full name questions. is Joshua. I'm from China. I'm studying international economic policy here at Sciences Po. My question is, comment la France et l'Union européenne voient-ils l'arrivée massive d'investissements chinois portés dans l'Europe centrale et orientale, particulièrement portés par le projet de la nouvelle route de soie? Merci. Thank you. Madame la ministre. Merci. Sur l'Europe de la défense après le Brexit, il est certain que nous garderons, quoi qu'il arrive, un partenariat étroit en matière de défense et de sécurité avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni le souhaite et nous le souhaitons également. Nous avons des relations bilatérales en matière de défense, France et Royaume-Uni, qui sont anciennes, qui sont fortes. Et lors du dernier sommet franco-britannique à Sandhurst, ce n'est pas un hasard qu'il se soit déroulé à Sandhurst en janvier, nous avons encore donné un coup d'accélérateur à cette coopération bilatérale. Nous continuerons à travailler avec le Royaume-Uni sur l'évaluation de la menace, sur des planifications. C'est l'un des objets de l'initiative européenne d'intervention que nous portons, dont le contour est un peu différent de celui de l'Union européenne. La seule difficulté, ou en tout cas le seul changement, c'est qu'en choisissant de quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni perd sa capacité à participer au processus de décision, quel que soit le sujet, mais notamment en matière de défense. C'est une conséquence inévitable. C'est difficile à entendre du côté britannique, mais on ne peut pas être à la fois dedans et dehors, et nous avons besoin d'une autonomie stratégique. Par ailleurs, la coopération structurée permanente en matière de défense mise en place dans l'Union européenne conduit les États membres de l'Union européenne à prendre des engagements en matière d'investissement de défense qui permettent de croire avec confiance au fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de passagers clandestins de la protection de notre continent, comme il y a pu y en avoir pendant plusieurs décennies. Alors bien sûr, la France est dans un statut à part, membre permanent du Conseil de sécurité, doté de l'arme atomique, ce qui n'est pas le cas des 26 autres membres restants de l'Union européenne. Nous avons proposé de travailler encore davantage sur cet article 42.7 dont je parlais tout à l'heure, pour en faire une traduction opérationnelle du principe de solidarité de défense au sein de l'Union européenne. C'est évidemment indispensable. Sur la question de la loi Asile et Migration qui a été adoptée il y a quelques semaines maintenant, c'est la déclinaison nationale d'une démarche plus largement européenne qui consiste à améliorer l'accueil des demandeurs d'asile, et il y a beaucoup à faire dans notre pays de ce point de vue-là, à faire en sorte que les procédures soient plus rapides, que l'accompagnement soit meilleur, et faire en sorte aussi de mieux contrôler l'immigration économique illégale, parce que la capacité d'intégration de migrants économiques illégaux dans notre pays a atteint un degré de difficulté auquel nous sommes confrontés et qu'on ne doit pas nier. Alors, mieux accueillir les demandeurs d'asile, ceux qui viennent de régions dans lesquelles ils sont persécutés, soit parce que les régions sont en guerre, soit pour des raisons politiques, religieuses, sexuelles. C'est notre engagement et des moyens sont mis en place pour être plus efficaces, plus rapides et mieux raccompagner aussi dans leur pays d'origine et mieux faire en sorte que dans les pays d'origine, les migrants économiques illégaux puissent trouver des perspectives de formation, d'emploi, d'avenir. C'est aussi la logique qui est en même temps celle de l'Union européenne. Sur les routes de la soie,
que la Chine souhaite investir à l'étranger et aider au développement et au rattrapage d'un certain nombre de régions du monde, très bien. Personne n'est propriétaire d'une région du monde particulière. Simplement, comme chaque fois que vient quelque part de l'aide au développement, il faut se poser la question de savoir quelles sont les conditionnalités qui sont posées, quel est le regard qui est porté à la fois par celui qui aide et par celui qui est aidé sur les notions de bonne gouvernance, d'état de droit, de lutte contre la corruption, tous sujets qui font un développement durable ou ne le font pas. Des questions se posent aussi sur l'appropriation des matières premières. Les questions, d'abord, elles doivent être posées par les pays bénéficiaires, mais elles le sont aussi dans l'Union européenne, s'agissant des routes de la soie. Nous avons dit, avec une formule qui est peut-être un peu simpliste, mais qui dit ce que nous en pensons, une route se fait dans les deux sens. La circulation sur une route, elle ne va pas dans un seul sens. Il faut aussi faire en sorte que les investissements, la présence européenne en Chine soient rendus moins difficiles, que l'accès au marché public, par exemple, soit facilité. Nous y serons attentifs et nous serons toujours attentifs au fait que, venant de certains pays dans le monde, de la Chine, mais pas seulement la Chine, il peut y avoir des entreprises publiques avec des agendas qui ne sont pas des purs agendas d'affaires. Et ça, nous le regarderons sans aucune espèce de naïveté. Please. Good day, Madam Minister. Thank you for your remarks. My name is Rokas. I'm studying international security. As a Lithuanian, I have a question that's at least extensively touches me personally, which is what geopolitical implications will the launch of the Nord Stream 2 pipeline have, and especially what will it mean for the collective European decision-making given the different stance that the countries, member states had regarding the topic? Sorry. Yeah, closer to the micro. Oh, the sorry. launch of the... Yeah, to quickly repeat, I was wondering what geopolitical implications will the launch of the Nord Stream 2 pipeline have, given extensively that the member states had such a different positions regarding the topic. Good. Thank you. Bonjour Madame la Ministre. Ma question est relative aux élections de 2019 et notamment Donc la vous nomination... êtes français. Je suis italien. Ah bon, très bien. Et en master de sécurité internationale. Ma question regarde la nomination du président de la Commission. Donc, depuis 2014, il y a un système qui s'appelle Spitzenkandidaten, c'est-à-dire la nomination du président de la Commission européenne se fait à partir du premier parti européen, c'est le chef de file de ce premier parti qui devient président de la Commission, après nomination des États membres. Pourquoi est-ce que votre parti souhaite revenir aux règles avant 2014, c'est-à-dire une nomination pure par les États membres, et non pas par l'élection directe, enfin, dans ce cas-là, indirecte, des citoyens européens? Merci. Merci. Okay. So, hello, my name is Viola De Vecchi. I also study international security. I wanted to ask you... And you are from? And I'm from Italy. I'm a huge European fan, so don't take my question the wrong way. But I just wanted to ask, why would the European Union want to decide to make agreements with countries that are not democratic, such as Turkey and Libya? What are the, we know that the people that we send back there, let's say human rights are not taken into considerations in these countries. So I wonder what are the motivations why the European Union would want to agree to this. Thank you. Madame la Ministre. Nord Stream, c'est un énorme sujet. Ce n'est pas un sujet facile. La façon facile de balayer votre question serait de dire c'est un enjeu commercial, rien d'autre. Circuler, il n'y a rien à voir. Évidemment qu'il y a beaucoup plus que ça. Évidemment que la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique en Europe, de la diversification de notre approvisionnement énergétique est une question clé. Évidemment que la question du sort de l'Ukraine est une question clé et on ne peut pas
considérer que Nord Stream 2 est un projet indifférent à ces enjeux qui sont des enjeux géopolitiques majeurs. De ce point de vue, il y a des questions qui se posent. Il y a une méthode qui consiste à revisiter la directive européenne sur le gaz et demander l'application d'un certain nombre de normes européennes quand on contractualise avec des partenaires extra-européens. Donc ma réponse, c'est non, ça n'est pas une discussion commerciale comme les autres. 2019 est l'invention récente du Spitzenkandidat, qui n'a pas trouvé de traduction dans d'autres langues. Il s'est passé en 2014 une démarche qui a consisté à considérer que le chef de file du premier parti sortant des élections au Parlement européen allait devenir le candidat naturel à la présidence de la Commission. C'était une expérience de 2014 qui était destinée à rapprocher les citoyens du projet européen. Est-ce que ça a conduit à nommer quelqu'un qui était particulièrement connu par les citoyens européens? Ce n'est pas faire insulte à Jean-Claude Juncker, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, que de dire que ce n'était pas forcément l'Européen le plus connu à ce moment-là. Ce matin, non, hier, je lisais la candidature de Manfred Weber en tant que Spitzenkandidat du PPE. Qui, dans cette salle, connaît le profil de Manfred Weber? Ce n'est pas forcément l'Européen le plus connu. Est-ce que ça rapproche les électeurs des institutions européennes? On n'en a pas encore fait clairement la démonstration. Peut-être, ce n'est pas clair. Vous me posez la question de savoir pourquoi mon parti veut revenir sur le fonctionnement normal de l'Union. Ce n'est pas mon parti et ce n'est pas revenir sur le fonctionnement normal de l'Union. La France, comme les autres États membres, ont discuté de ce sujet dans un sommet en février et se sont rappelés ce qu'il y a dans les traités. Et dans les traités, le Conseil européen propose un candidat à la présidence de la Commission en tenant compte du résultat des élections européennes. C'est ça qu'il y a dans les traités, c'est ce que nous ferons. J'appelle votre attention sur la simplicité apparente qui consiste à dire premier arrivé, en quelque sorte, premier servi. Premier parti sorti des urnes, celui qui doit diriger la Commission. Qui vous dit que demain, dans un paysage politique européen dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est très éclaté, qui vous dit que celui qui est à la tête du parti arrivé en tête est capable de trouver une majorité au Parlement européen? Et qui vous dit qu'il est capable de déclencher un consensus au Conseil européen? Rien. Rien. Et imaginez que, en s'enfermant dans cette lecture-là très étroite des traités, demain, perspective que je combattrai chaque jour ardemment, mais demain, ce soit les populistes qui soient le premier groupe au Parlement européen. Et donc, forcément, le président de la Commission, on donne les clés aux populistes. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que c'est absolument ce dont vous avez envie? Je vous demande d'y réfléchir avant d'adhérer à ce qui est une interprétation étroite des traités. Nous avons réuni le Conseil européen et lu les traités ensemble, et naturellement, nous les appliquerons. Alors, pourquoi est-ce que l'Union européenne passe des accords avec des États qui ne sont pas démocratiques? D'abord, la Turquie est un pays qui a évolué récemment et qui s'est éloigné des valeurs européennes. Nous l'avons dit d'ailleurs publiquement, nous l'avons dit au président turc et nous l'avons dit publiquement, la Turquie de 2018
est plus éloignée des valeurs européennes que la Turquie d'il y a quelques années. C'est la raison précise pour laquelle nous ne pouvons pas avancer dans les négociations d'adhésion avec la Turquie. C'est parce que l'Union européenne est beaucoup plus qu'un marché, c'est une union de valeurs, et aujourd'hui c'est difficile de dire qu'on est en communauté de valeurs avec le régime turc. Est-ce que ça empêche de travailler avec la Turquie? Nous avons passé en 2016 un accord avec la Turquie sur les réfugiés. Cet accord est mis en œuvre de telle sorte que les 3 milliards d'euros qui sont versés par l'Union européenne et qui vont être complétés par 3 milliards d'euros supplémentaires le sont à des acteurs locaux, associatifs ou collectivités locales qui accueillent et qui prennent en charge les réfugiés. Je pense que c'est notre réponse à la préoccupation dont vous vous êtes fait l'écho. Bonjour Madame la Ministre, je suis français. Vous avez évoqué l'état de droit en Europe, qui est particulièrement menacé en Europe centrale, notamment en Pologne, un pays qui risque d'être menacé par l'article 7 du traité de l'Union européenne. Or, pour que cet article soit adopté, il doit être voté à l'unanimité par l'ensemble des membres. La Hongrie risque de s'y opposer. Y a-t-il d'autres sanctions alternatives? Et si oui, n'avez-vous pas peur d'accentuer dans ces pays d'Europe centrale l'euroscepticisme? Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame la Ministre, je suis étudiant français en master en sécurité internationale. J'avais une question concernant la coopération européenne en matière de politique extérieure. Comment le gouvernement français justifie-t-il de continuer les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, alors même qu'il y a eu des violations claires du droit international humanitaire dans la guerre au Yémen, et ce en dépit de l'invitation de 2016 de l'Union européenne aux États membres à stopper leur vente d'armes aux pays de la coalition? Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame la Ministre. Je suis française et argentine. Vous parliez de solidarité entre les États européens. Je vous parle moi de solidarité de l'Union européenne avec le reste du monde. Voyez-vous possible une accélération de la réponse de l'Union européenne face à un problème qui sera bientôt la source de tous les autres, le changement climatique? Merci. A final fourth question, please. Bonjour, my name is Ilavarsi. I'm studying environmental policy at SIA. Thank you for your address today. I'm happy to ask you this question because you're the first woman to have delivered the inaugural address. And I'm happy to note that you touched on populism several times in your speech. I wondered what you thought about the inherent parallels of patriarchy in the populism that you speak of, especially in Europe. And also, I wonder if there's enough being done to counter it, especially because policy is increasingly being enacted in referendums where populism takes center stage naturally. Thank you. I'm sorry because we have to stop here. I give the floor to the Minister for the final round of answers. Je suis désolée parce que j'aurais volontiers poursuivi la conversation, mais l'expression un agenda de ministre, je sais maintenant depuis 15 mois que ça a une réalité et qu'on fait trop de choses dans une même journée. Alors sur l'état de droit en Pologne, oui, c'est une vraie préoccupation et on est en procédure d'audition de la Pologne dans les premières étapes de la mise en œuvre de l'article 7 du traité depuis plusieurs mois. Ça signifie que les autorités polonaises viennent devant le Conseil des ministres répondre à nos questions sur notamment les réformes de la justice et le fait que l'indépendance de la justice aujourd'hui en Pologne est clairement menacée. Alors, le traité de Lisbonne a prévu un article 7 sans probablement que ces rédacteurs imaginent qu'on ait à l'actionner un jour. Et vous avez raison, la faiblesse de l'article 7, c'est qu'il faut l'unanimité des autres États membres pour pouvoir arriver à des sanctions, même si l'objectif, ce n'est pas la sanction pour la sanction. L'objectif, c'est la prise de conscience d'un État membre, d'une difficulté et sa capacité à y apporter des réponses.
pour le moment, on ne peut pas dire que les autorités polonaises aient fait des évolutions significatives. Il y a eu quelques modifications de la réforme de la justice, mais elles ne sont pas suffisantes. Alors, si on ne peut pas aller au bout de la procédure de l'article 7, puisque au moins un autre État membre a indiqué qu'il se rangerait du côté de la Pologne, qu'est-ce qu'on fait? La Commission, pour l'avenir, a fait une proposition dans le budget. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le budget est quelque chose de très politique. Cette proposition consiste à conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. C'est une conditionnalité nécessaire. On ne peut pas considérer que la solidarité européenne consiste à faire un chèque en blanc à des États qui s'éloigneraient de nos valeurs. Et ce n'est pas une façon de donner des leçons à d'autres partenaires ou de s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Le respect de l'état de droit, le respect de l'indépendance de la justice conditionne la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures entre États membres de l'Union européenne, conditionne le fonctionnement du marché unique, conditionne la certitude de la bonne utilisation des fonds européens. Donc c'est au centre du fonctionnement même de l'Union européenne et nous soutenons cette proposition de la Commission. Est-ce que ça nourrit l'euroscepticisme? Je ne crois pas. D'abord, vous le voyez peut-être en regardant les eurobaromètres, les citoyens des pays à l'est de l'Europe sont parmi les plus pro-européens. Ils ont des taux d'adhésion au projet européen qui dépassent 80%, que j'aimerais bien trouver en France ou en Italie. Et quand je voyage dans ces pays où je me rends régulièrement, beaucoup de citoyens nous disent « Vous n'êtes pas assez regardants sur la manière dont vous versez les fonds européens. Et si vous continuez à fermer les yeux, c'est ça qui va nourrir l'euroscepticisme. » Et moi, j'entends cette attente-là parce qu'elle est exprimée avec beaucoup de force. Alors, les ventes d'armes ne font pas partie des compétences de l'Union européenne de coordonner ou de décider à qui l'on vend ou à qui l'on ne vend pas des armes. Ceci étant, nous avons en France un système d'autorisation d'exportation de matériel militaire particulièrement rigoureux, particulièrement tatillon, et que nous avons renforcé s'agissant des États membres de la coalition qui intervient au Yémen, dont je rappelle tout de même que la coalition est intervenue au Yémen à la demande des autorités yéménites qui faisaient face à un coup d'État. Ce n'est pas une raison pour considérer que l'usage de la force au Yémen se fait dans des conditions satisfaisantes. Nous avions d'ailleurs essayé de réunir une conférence humanitaire sur le Yémen. Nous l'avons réunie au niveau des experts et nous continuons à être engagés pour essayer de faire en sorte de permettre l'acheminement normal de l'aide humanitaire au Yémen et de jouer tout notre rôle, et notamment le rôle de l'Union européenne aux côtés des populations yéménites. Alors, l'Union européenne vis-à-vis du reste du monde en matière de changement climatique, d'abord, l'Union européenne est à la pointe de la lutte contre le changement climatique. Les accords de Paris n'auraient pas pu être signés, n'auraient pas pu être ratifiés, n'auraient pas pu entrer en vigueur si les États membres de l'Union européenne n'avaient pas été les premiers à s'engager fortement. Maintenant, la question est de savoir dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union européenne au reste du monde se concentre sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est notre volonté, c'est déjà le cas sur notre aide bilatérale vis-à-vis du reste du monde. Il y a eu lundi une réunion sur les axes stratégiques de l'aide au développement de la France avec une augmentation d'1 milliard d'euros et des axes stratégiques dans lesquels la lutte contre le changement climatique est toujours une des toutes premières priorités. C'est aussi le cas dans l'aide au développement telle qu'elle est portée par l'Union européenne. Plus largement, le prochain budget européen, la proposition de la Commission, c'est de faire en sorte que 25% des fonds européens soient consacrés d'une manière ou d'une autre à la transition écologique. Et nous demandons que ce pourcentage soit monté à 40%. Vous voyez que pour nous, l'enjeu de transition écologique est un enjeu majeur. C'est évidemment l'échelon européen
qui permet d'y répondre le moins mal possible, parce que ce n'est pas moi qui vous dirai que ce que nous faisons collectivement, gouvernement, mais aussi entreprise, mais aussi société civile, est à la hauteur de l'enjeu du changement climatique que nous sommes en train de vivre et d'une manière que plus personne ne peut contester aujourd'hui. Je vous remercie pour l'excellence de vos questions. Je vous souhaite une excellente année universitaire ici, à Psyllia, plus largement à Paris. Merci.